Regardez ce qui s'affiche à l'écran. Un missile aérien tiré ce matin par les Ukrainiens. C'est Minsk qui communique, s'est écrasé sur le Bélarus. C'est peut-être le prétexte attendu par Moscou aujourd'hui. Écoutez, On en a parlé il y a 2 jours d'une offensive possible en février. Attendez, ça fait très longtemps que Moscou n'a pas besoin de prétexte pour attaquer quoi que ce soit. Je veux dire, on avait déjà parlé, vous savez, de prétexte après que des frappes ukrainiennes avaient atteint le pont de Kerch. On avait parlé de prétexte après qu'il y a eu des frappes, effectivement, sur le territoire russe. Là, effectivement, sur Minsk, on sait très bien que les troupes russes essayent de passer par là. Il y a déjà eu des frappes qui sont venues du Bélarus sur l'Ukraine. Et on sait Au début de cette guerre, mais voilà, et on sait aussi que Loukachenko, donc le dictateur du Bélarus, n'a strictement aucune. Non, Loukachenko, enfin, prononce comme ça. Dans le langage bélarusse, c'est Loukachenko. Alors, Loukachenko, c'est Loukachenko. Voilà, en général, dans 12-15, on peut dire les on vous deux. parle de Loukachenko. Voilà. Oui, mais Loukachenko freine quand même. On s'en Oui, non, est il freine, parlé. non, c'est-à-dire que lui, il veut absolument pas que l'armée du Bélarus soit mobilisée. Ça, c'est tout à fait. Mais est-ce que évident. ce missile ukrainien qui est tombé, un missile antimissile bien évidemment, suite aux frappes russes ce matin, c'est un peu comme ce missile antimissile ukrainien qui s'était écrasé en Pologne, suite là aussi à une offensive massive de missiles russes. Quand je vous dis, est-ce que c'est le prétexte ? On ne parle pas forcément de Loukachenko, mais peut-être de Poutine, poussant son vassal à dire maintenant il faut y aller. Oui, mais encore une fois, il a envie de le faire depuis très longtemps. Donc, je veux dire, après, il peut invoquer. C'est-à-dire qu'il faut, je pense, à un certain moment, cesser de prêter attention, je dirais, au discours de M. Poutine ou au discours de M. Lavrov ou à quelques-uns autres. Vous voyez ces images pendant que vous parliez, ce sont en ce moment même des exercices communs entre les troupes bélarusses et les troupes de Moscou. Ça fait plusieurs jours que cela dure. Et puis, dans certains rapports, il est dit, pour cette grande offensive attendue par les Russes à partir de fin février, qu'il y aurait une offensive générale qui pourrait partir de ce territoire, là où sont tournées ces images en ce moment, jusqu'à Kiev. Oui, c'est ce que disent effectivement les Ukrainiens depuis un certain temps. Ils mettent en garde depuis à peu près un mois sur effectivement cette hypothèse. Mais vous le disiez à juste titre, les Russes n'ont pas besoin de prétexte, mais là, Voilà, il y en a un. exactement. La réaction de Minsk sera intéressante. Soit ils disent que c'est un acte de guerre, et ça veut dire que donc ils commencent un peu à céder aux pressions de Poutine, soit, plus vraisemblablement, ils diront c'est très mal, mais ce missile qui n'a probablement pas fait de dégâts, puisque c'est un missile antimissile qui est tombé, il n'a pas visé des infrastructures biélorusses. Donc ils diront, enfin, ils auront des déclarations peut-être enflammées, mais ils n'iront pas jusqu'à dire ça nous oblige à attaquer l'Ukraine. Donc probablement que Minsk va rester neutre parce qu'ils n'ont pas du tout intérêt à entrer en guerre. Il est 12h31, on est ensemble jusqu'à 15h, bien évidemment. Si Minsk réagit, ou Loukachenko, on sait qu'il aime réagir en général, on vous en fera immédiatement part. Justement, parlons des Russes. Du côté du Kremlin, eh bien, vous allez voir qu'on ne lâche rien. Oubliez les évocations, il y a 24 heures encore de paix ou de négociations, notamment de la part de Poutine. Si certains pouvaient encore douter que Moscou irait jusqu'au bout, il prendra son temps pour le faire. Écoutez justement Sergueï Lavrov, l'indéboulonnable ministre des Affaires étrangères russe. Par notre persévérance, notre patience, notre détermination, nous défendons les nobles objectifs qui sont d'une importance vitale pour notre peuple et notre pays, et nous le ferons de façon cohérente, en restant toujours prêts pour un dialogue à base d'égalité avec l'Ouest. Il y a beaucoup de choses dans cette phrase, même si l'interview n'est pas très longue. La base d'égalité, et on négocie avec qui ? Avec l'Ouest, général. Pas avec l'Ukraine, pas avec l'Europe, pas avec l'OTAN, avec l'Ouest. On est revenu, comme il y a un paquet d'années en arrière. Oui, on a... Est-Ouest. Reconnaissons quand même que l'OTAN a été revitalisée par cette guerre. Donc finalement, on revient effectivement pendant la guerre froide. Et effectivement, du côté russe, on se focalise effectivement sur cet ensemble qui va s'opposer à l'Occident en particulier. Hein. Alors l'Ouest, qui c'est l'Ouest ? Alors vous l'avez souligné, d'ailleurs indirectement, c'est pas l'Union. Il y a l'Union européenne, certainement pas. L'Ukraine, on n'en a pas parlé. Puis il reste qui ? On revient à ce vieux schéma, ce discours privilégié bilatéral entre ex-Union soviétique, Russie aujourd'hui, et les États-Unis.
Oui, je pense qu'effectivement, enfin, dans ces propos de Lavrov, enfin, encore une fois, d'abord, il y a plusieurs choses. Il y a effectivement l'enfumage habituel, hein, les calembredaines sur, effectivement, des objectifs nobles. Il avait parlé de dénazification. Voilà. Il en a reparlé hier, hein, d'ailleurs. Voilà, il en a parlé hier, voilà, donc il revient à ces... Et Medvedev, on a parlé également hier. Une espèce de fantasme habituel. Derrière, il y a quelque chose, effectivement, qui révèle malgré tout, effectivement, ce qu'il y a dans la tête des hommes du Kremlin. C'est-à-dire l'idée que c'est une guerre d'usure. Que c'est une guerre, effectivement, qu'ils ont la volonté de continuer, quoi qu'il en coûte, si j'ose dire, et quoi qu'il en coûte en termes d'hommes, parce que la vie humaine, pour les Russes, ça ne vaut strictement rien. Enfin, pour les Russes, pour le pouvoir russe, plus exactement, ça ne vaut strictement rien. Et donc, après tout, même si un jour, il y a 1 million de soldats russes qui meurent au combat, c'est pas grave. Ils se disent, finalement, si on a avec le temps, les opinions publiques occidentales, et surtout les gouvernements occidentaux, vont se lâcher, et vont probablement pousser Kiev d'une manière ou d'une autre à négocier, quelles que soient les bases de négociation. Ce qui serait absolument terrible, parce que ce serait évidemment une semi-victoire pour la Russie, ce serait une défaite totale pour l'Ouest, pour le droit international, pour nos valeurs, pour nos principes. Et encore une fois, c'est aussi pour ça que l'enjeu, je dirais, de cette guerre, c'est vraiment d'éviter, enfin pour nous occidentaux, d'éviter de la faire durer. C'est de faire effectivement qu'on donne toutes les armes possibles pour que l'Ukraine puisse gagner la guerre, que la Russie puisse s'effondrer, parce que sinon on est dans ce schéma, qui est un schéma effectivement extraordinairement dangereux, bien sûr pour les Ukrainiens et pour l'Ukraine, mais aussi pour nous. Hélène. Oui, et je trouve que ça accrédite ces propos, la thèse qu'effectivement la Russie veut gagner du temps, parce que, souvenez-vous, il y a 1 ou 2 jours, on entendait les Ukrainiens dire qu'ils voulaient ce cadre, justement, de l'ONU pour pouvoir mener des négociations. Je pense que ça n'arrange pas la Russie, eux, se mettre en confrontation avec l'Ouest, parce que venir voir débarquer dans la conversation d'autres acteurs du type la Chine, l'Inde, ou d'autres pays qui ont un poids au niveau mondial, ça n'arrange pas forcément les Russes. Moi, ça me fait penser qu'effectivement, ils ne sont pas vraiment dans cette recherche-là. Ils veulent continuer cet affrontement bloc contre bloc. Là, c'est vrai qu'il y a 2 aspects dans ce discours. Le premier, c'est la patience, parce que jusqu'à présent, la Russie laissait entendre qu'elle allait gagner cette guerre finalement assez rapidement, et ça fait quelque temps qu'ils disent patience, usure. Sous-entendu, les Occidentaux sont des gens qui ne tiennent pas la durée. Et puis l'aspect de discuter avec l'Ouest, évidemment, c'est pour enfoncer un coin entre l'Ukraine et les États-Unis. Parce qu'avec l'Ukraine, ils ne peuvent pas négocier, puisqu'ils disent à l'Ukraine, la seule chose possible, c'est votre capitulation. Donc ils essayent de dire aux États-Unis, la chose sérieuse, c'est avec vous. Plus loin que ça, quand on écoute Lavrov, on a l'impression que l'Ukraine n'existe pas. Oui, bien sûr. Il l'a déjà dit, d'ailleurs. Ça fait des années qu'ils disent, de toute façon, l'Ukraine est à peine un pays. Donc pour eux, l'Ukraine ne devrait pas exister. D'ailleurs, c'était dans la doctrine de Poutine il y a 1 an et demi, où il avait dit, l'Ukraine, en tant qu'État, est une erreur historique. Donc pour eux, ils doivent liquider ce pays. Et ça explique pourquoi l'Ukraine n'est absolument pas déterminée à négocier, parce qu'ils savent qu'ils jouent leur existence. Et donc, tant que les États-Unis tiennent, et pour l'instant, tout indique qu'ils tiennent, à la fois la livraison des missiles patriotes montre, c'est un signal politique aussi, ils montent en gamme dans les armements, c'est eux qui fournissent l'essentiel des munitions. Il faut bien voir que dans la coalition, c'est eux les tauliers, comme d'habitude, et la pression sur les hydrocarbures, qui est un des leviers de Moscou, ne peut pas marcher avec les États-Unis puisqu'ils sont exportateurs nets d'énergie. Donc tant que les États-Unis tiennent, et les sondages d'opinion montrent aussi que les Américains sont très favorables, enfin à 75% je crois, à l'effort de guerre en faveur de l'Ukraine, eh ben, ça restera comme ça, la coalition va tenir.